Et bonjour à tous. Salut tout le Allez, monde. c'est moi qui présente aujourd'hui du coup. Salut tout le monde. Ouais, on est du coup en compagnie de Virgile et de Gaëtan. Cette fois-ci, Jérémy n'est pas avec nous pour présenter cette émission, il a un empêchement. Mais du coup, c'est pas grave, on va se le faire à 3. On a pu avoir Gaëtan avec nous. Je suis très heureux de te recevoir. Qu'est-ce que tu fais chez Alira, Gaëtan? Ravi de vous voir également aujourd'hui. Et donc chez Alera, moi je suis formateur référent de deux des quatre formations blockchain qu'on propose maintenant. Donc de la formation consulting blockchain et de la formation finance décentralisée. Et toi, Virgile, que fais-tu chez Alira? Alors, je suis essentiellement rédacteur pour Alira, donc je m'occupe de la newsletter, mais aussi de pas mal d'autres contenus par écrit. Donc voilà tout. Et moi, je suis du coup le formateur des développeurs EVM. Salut tout le monde, je vois qu'il y a déjà des gens dans le chat. Onijuka, Nico, Varadiel, PQ, Bifoy, enfin bref. Il y a du monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va donc parler de 3 sujets. En premier lieu, on va parler notamment des possibilités de censure sur Bitcoin en prenant en regard le papier de Michel Kazaka. On ira ensuite étudier un petit peu les AI agents. Et enfin, on finira sur des primitives cryptographiques. Alors, globalement, c'est des sujets qui sont un peu lourds, qui sont un peu gros. On va essayer de résumer ça comme on sait le faire et de le prendre de la manière la plus pédagogique possible. Bon, donc commençons sur les censures possibles sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Gaëtan, Virgile? Est-ce que vous voulez introduire le sujet? Ouais, on peut peut-être remettre le contexte effectivement de pourquoi on en parle. Il y a deux sujets d'actualité qui nous ont fait choisir ce sujet-là aujourd'hui. Il y a effectivement en francophonie Michel Kazaka qui a publié un papier justement qui travaille sur la censure possible de Bitcoin, notamment avec les attaques 51%, mais on y reviendra tout à l'heure, qui a été pas mal relayé dans l'écosystème français. Donc il est passé à BFM TV, il est passé chez Cantangle Crypto. Donc c'était l'occasion d'en discuter tous ensemble. Et puis il y a un deuxième sujet d'actualité également. Si vous l'avez sans doute suivi, le revirement de Trump cette dernière semaine sur sa politique crypto, enfin sur la réglementation qu'il aimerait avoir sur les cryptos si jamais il était élu, qui laisse du coup entrevoir un écosystème plus favorable aux États-Unis pour la blockchain et donc peut-être une centralisation encore plus forte du mining de Bitcoin aux États-Unis. Donc, ce sont deux sujets d'actu qui nous font parler de ça aujourd'hui. Donc, on va un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme type d'attaque, qu'est-ce que c'est la censure sur Bitcoin, comment ça a lieu, etc., etc. Peut-être que Virgile, tu vas en dire un peu plus. Alors, alors après, pour ce qui est des différents types d'attaques, il y en a, il y en a quand même pas mal quand on y réfléchit. Après, la plus connue, disons que la plus connue et la plus redoutable, c'est l'attaque 51%. C'est que en gros, à partir du moment où on contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul totale sur Bitcoin, eh bien, c'est possible de prendre le contrôle du réseau. Mais ça, c'est, en fait, ça, c'est pas l'attaque la plus probable qui puisse exister. Il y en a d'autres qui sont plus discrètes, mais qui sont d'autant plus insidieuses. La la première d'entre elles, la première d'entre elles, c'est la conformité à l'OFAC. C'est-à-dire que, en gros, l'OFAC, comment dire? C'est le régulateur américain qui applique les sanctions aux États-Unis, en tout cas, et les entreprises américaines doivent s'y plier dans le cas où elles exercent des activités, notamment dans la finance. Et le minage de Bitcoin, c'est une activité financière, donc les entreprises de minage de Bitcoin qui sont basées aux États-Unis doivent respecter les règles de l'OFAC. Et à partir du moment où on a une puissance de calcul suffisante de la part de ces mineurs-là, eh bien, ça peut entraîner des transactions censurées. C'est vrai que Ethereum avait beaucoup fait parler de lui, notamment sur ce risque de censure par l'OFAC, mais le fait est que Bitcoin est exposé également à ce risque aussi. Et Ah, je voulais juste revenir sur ce point-là. Quand on parle de censure sur ce sujet, c'est globalement dire bon, bah, toutes les personnes qui vont miner, qui vont valider des blocs et qui respectent ces règles-là, en fait, ne vont pas valider les transactions qui ne sont pas reconnues comme étant légitimes, légales, ce qu'on veut. Bon,
Est-ce que c'est une grave censure? La réalité est que non, pas particulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, si on a à un instant donné un premier bloc qui est censuré, enfin qui censure notre transaction, peut-être que la transaction passera dans le bloc numéro 2, dans le bloc numéro 3 et ainsi de suite. Et donc du coup, plus le temps passe, plus on a de pourcentage de chance d'avoir notre transaction qui passe. Et ce, sur Ethereum, mais c'est aussi le cas sur Bitcoin. Donc en fait, cette compliance attack auprès des acteurs américains n'est pas telle quelle excessivement forte. En fait, c'est exactement comme sur Ethereum. C'est ce qu'il appelle dans le papier que je présentais juste précédemment de la nuisance. Donc c'est de la nuisance sur le réseau. On dérange un petit peu le réseau en faisant en sorte que certaines transactions ne passent pas directement. Mais à la fin, ça passera quand même. Et donc, pas vraiment de problématique là-dessus. Ok, donc on a parlé de l'attaque 51%. L'attaque 51%, c'est une attaque qui est très souvent reconnue comme étant une attaque qui est contre-productive. Juste pareil, pour revenir un petit peu sur ce que Virgile disait, c'est une attaque qui est reconnue comme étant contre-productive parce que on l'utilise dans l'idée pour faire par exemple de la double dépense. C'est ça très souvent le cas d'usage de cette attaque qui est présenté. Donc en gros, je vais faire une dépense. Admettons, je vais m'envoyer des tokens vers mon compte Binance pour ensuite pouvoir récupérer de l'argent réel, quoi. Et en fait, sur la blockchain, je vais pas l'inclure, cette transaction. Comme j'ai 51%, en fait, je fais un peu ce que je veux, et donc je peux redépenser ces tokens que j'ai envoyés à Binance. Donc voilà, très souvent, c'est ça ce qui est avancé. Sauf que le problème des doubles dépenses, c'est que dès qu'on s'en aperçoit, on fait descendre en flèche la valeur de notre blockchain. Parce que notre blockchain, on voit qu'elle n'est plus sécurisée. Et donc, forcément, c'est contre-productif. On n'a pas envie de juste avoir des milliards d'assets qui valent zéro, quoi. Donc c'est pas bon. En fait, faut réfléchir toujours à qu'est-ce que ça implique. Faire une attaque, c'est extrêmement coûteux. Ou bien c'est coûteux pour un État qui du coup impose une censure, qui impose de la réglementation forte et tout. Ou bien ça impose d'obtenir 51%. Et là aujourd'hui, comment on obtient 51%? C'est en achetant des ASICs, en les faisant tourner. Ça coûte une monstrueuse fortune. On parle de plusieurs milliards. Et donc, du coup, en fait, qui va dépenser plusieurs milliards pour gagner de l'argent pendant un très court temps et en fait perdre l'ensemble de ces milliards parce que ce matériel ne vaut plus grand-chose. Donc, il faut penser à d'autres attaques. Et donc, dans le travail de Michel Kazaka, il a été pensé d'autres attaques, notamment d'autres attaques, dont une qui vient avec donc la compliance, quand même, comment censurer. Peut-être que la censure, c'est ça notre angle d'attaque. Mais aussi, on va parler du selfish mining, et enfin de la détente attaque, qui est une combinaison de plusieurs éléments. Est-ce que tu veux en parler, Gaëtan? Ouais, et je vais essayer de remettre en perspective ce qu'on vient de dire. En fait, sur Ethereum comme sur Bitcoin, il y a 2 types de censure possibles et ça, c'est représenté par les types d'attaques qu'on voit. Il y a la censure au niveau de la création du bloc en tant que tel. Donc c'est le mineur crée son bloc, il choisit les transactions qu'il veut mettre dans ce bloc-là et à ce titre, il peut décider de ne pas inclure certaines transactions, notamment certaines transactions qui seraient censurables ou interdites par la réglementation américaine. Ça, c'est la censure qu'on a actuellement sur Ethereum, aussi actuellement par certains très petits mineurs sur Bitcoin. Il y a Marathon Digital, par exemple, qui est un mineur assez connu aux États-Unis, qui a créé des blocs en interdisant certaines adresses de faire des transactions. Cette censure, elle est uniquement au niveau de la création du bloc et elle ne pose pas de souci, puisqu'effectivement, même s'il représentait 70% du hash rate, même si Marathon par exemple avait 70% du hash rate, 30% du temps, on créerait des blocs qui ne respecteraient pas la censure et donc ces transactions pourraient être incluses du réseau. Pareil sur Ethereum, on pourrait avoir 98% des blocs qui sont créés qui respectent la censure. Tant qu'on a 2% des blocs qui sont créés sans cette censure-là, la transaction finira par passer. Simplement, le temps d'attente pour la réalisation de cette transaction est très long, donc c'est pour ça qu'on parle de nuisance. Donc ça, c'est de la censure au niveau de la création du bloc. La deuxième censure qui est beaucoup plus grave, c'est la censure sur la sélection de la blockchain, si vous voulez, sur la création de la blockchain en tant que telle. Et donc, ce qu'il est possible de faire à la fois sur Ethereum et sur Bitcoin, c'est que les personnes qui veulent attaquer, qui veulent censurer, disent moi, je refuse de construire sur une blockchain dans laquelle un bloc contient une transaction censurée. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus grave, puisque une transaction, entre guillemets, qui serait censurable, mais émise dans un bloc, par exemple, moi, je crée un bloc sur Bitcoin dans lequel il y a cette transaction, les mineurs décideraient de ne pas construire à la suite de ce bloc-là, en disant non, ce bloc-là, il contient une transaction censurée, je ne construis pas sur ce bloc-là, je construis par exemple sur le bloc d'avant, dans lequel il n'y a pas la transaction censurée. Et si moi, mineur, je possède plus que 51% du hash rate, alors la blockchain que moi, mineur, je vais construire, ce sera la vraie blockchain. Et donc le bloc dans lequel il y avait la transaction censurable n'aura jamais lieu. Ma transaction ne pourra jamais être sur le réseau. Donc c'est pour ça, c'est une deuxième étape de censure qui est beaucoup plus forte, qui est que si plus de 51% du réseau est possédé par un attaquant
par une personne en tout cas qui respecte les normes de l'OFAC, il peut se permettre de créer une blockchain dans laquelle il n'y a aucune transaction possible censurable. Et c'est là le vrai problème. Donc, on aurait une vraie censure sur le réseau Bitcoin. C'est d'ailleurs à peu près la même chose sur Ethereum. Sur Ethereum, aujourd'hui, on a une censure au niveau de la création du bloc, mais on n'a aujourd'hui aucune censure sur la sélection des blocs. Alors, ça, c'est pas avec le hash rate sur Ethereum, ça, c'est avec le proof of stake, avec des attestations. Mais on pourrait avoir des entités comme Coinbase qui décideraient de ne pas attester pour des blocs qui contiennent des transactions censurables et d'attester uniquement des blocs qui seraient OFAC compliant. Et dans ce cas-là, on aurait une véritable censure dramatique sur Ethereum également. Aujourd'hui, personne n'a jamais fait ça. Et sur Ethereum, c'est très dangereux de le faire parce qu'on peut se lâcher, ces personnes-là, des personnes qui n'attestent pas sur les blocs. Sur Bitcoin, on n'a pas moyen de se protéger, mis à part détruire le matériel d'ASIC. Bref, c'est un peu plus compliqué. Donc, on en parlera peut-être après si on a le temps. La réponse à la censure sur Bitcoin et sur Ethereum est assez différente. Mais donc là, le cas qui nous concerne, c'est vraiment ça. Et donc, dans le papier de Michel Casacca, justement, il explique que il faut une entité et ou plusieurs entités qui se réunissent et qui travaillent ensemble sur une blockchain qui aurait plus de 51% du hash rate, donc la blockchain la plus longue, si vous voulez, pour que la censure fonctionne. Tout autre scénario ne fonctionnerait pas. Si c'est que quelques entités qui travaillent avec leur faible pourcentage sur leur blockchain à eux, ça ne marchera pas. Et effectivement, si on fait de la censure uniquement sur la création du bloc et non pas sur la sélection du bloc et de la blockchain, dans ce cas-là, ça ne fait que de la nuisance et pas de censure. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant tous ensemble, c'est est-ce que oui ou non, ce scénario est possible et quel est l'état actuel peut-être de la censure sur Bitcoin ou plutôt du monopole du minage et de la décentration du minage sur Ethereum. On peut peut-être aborder l'angle sur Bitcoin, cet angle-là, si vous voulez. Très clairement, c'est un problème qui concerne fortement la concentration de mining dans un seul pays. Parce que là, en fait, depuis le début, on est vraiment dans un contexte américain, dans lequel, en effet, il y a Trump qui est arrivé et qui a visiblement découvert Bitcoin et qui décide d'aller à fond là-dessus, avec notamment le PDG de Messari qui l'accompagne justement dans sa création de politique autour de Bitcoin. Il y a du coup cette volonté de se dire on veut que Bitcoin soit américain, donc on veut que Bitcoin respecte nos règles, comme ça on va construire notre système financier autour de Bitcoin. Très souvent, c'est ces éléments-là qui sont amenés. Et du coup, il faut avoir en tête que pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait une concentration des mineurs en Amérique. Parce que évidemment, un mineur qui est à l'étranger, qui n'est pas en Amérique, il n'a pas vraiment d'intérêt à aller vers ça. Il ne le fait que s'il en est un peu contraint et forcé. Jusqu'au moment où ça devient la norme, bien entendu. Mais du coup, il faut avoir conscience que si l'Amérique réussit à avoir une assez grande quantité de minage, de gens qui minent, et qui arrivent à les mettre tous ensemble au sein d'une même pool de mining, faut-il encore réussir à les faire ça, en fait, on se rend compte que, notamment, il y a une très bonne vidéo, on va pouvoir éventuellement la présenter juste après, mais il y a une très bonne vidéo de Grand Angle Crypto où on se rend compte que, grâce à des simulations, si on a envie de faire en sorte que l'ensemble de ces mineurs valident uniquement des transactions qui sont OFAC compliant, et du coup ne valident pas les autres blocs, en faisant une chaîne concurrente, ils vont toujours pouvoir réussir à être un petit peu devant, un petit peu plus fort finalement que l'ensemble du reste du réseau, et donc créer des chaînes plus longues au fur et à mesure, ce qui leur permettra en fait d'arriver à un système dans lequel ils pourront remplacer en permanence la chaîne existante. Donc, c'est quand même assez fort. On se rend compte, donc là, c'est un exemple à 60%. Donc, si l'Amérique possède 60% du mining et que 60% du mining se regroupe au sein d'une même pool de mining, en fait, on a vraiment cette idée de au fur et à mesure qu'on avance, on va pouvoir créer donc des blocs qui sont OFAC compliant et on aura la chaîne la plus longue qui nous permettra en fait de faire valider uniquement ce cas-là. Donc c'est pour ça que la concentration du mining est une vraie question importante dans une volonté de décentralisation. Et ça rappelle à tout le monde finalement que la décentralisation, c'est une composante essentielle de nos blockchains. C'est vraiment quelque chose qui est d'une importance capitale pour la sécurité des blockchains. C'est parce qu'il y a une décentralisation économique, mais aussi géographique, qu'on peut avoir des blockchains qui soient de confiance finalement. Donc c'est un point très important. Est-ce que tu peux partager mon écran, Cyril, ça va illustrer ce que tu mentionnais?
Parfait. Alors, je vais d'abord vous montrer les pools de minage. Voilà. Donc, il y a ce débat depuis longtemps dans la communauté Bitcoin sur la non-décentralisation, enfin la répartition des pools de minage à travers le monde, puisqu'on voit qu'il y a aujourd'hui, donc là, c'est sur les 6 derniers mois, les blocs créés ces 6 derniers mois, il y a 2 pools de minage uniquement, un Foundry USA et Antpool, qui ont créé plus de 51% des blocs. Donc, on parle effectivement de quelque chose qui n'est pas loin d'être, enfin qui n'est pas réaliste, mais qui n'est pas non plus inatteignable. Aujourd'hui, on a 2 pools de minage qui représentent plus de 51% du hash rate. Mais la grosse différence ce qu'il faut pas confondre quand on étudie ça, c'est qu'il y a une différence entre pool de minage et mineurs. Ça veut dire que des mineurs qui sont au Japon, au Zimbabwe ou en Argentine peuvent tous choisir de se mettre sur la pool de minage Foundry USA. Ça ne veut pas dire pour autant que les mineurs sont aux USA. Et à tout moment, ils peuvent se dépluguer et dire, bon, moi, j'arrête de participer à la pool Foundry USA et je vais me mettre sur la pool Marapool. Et ça leur prend 3 secondes 30 de changer de pool. D'accord, c'est très très rapide pour eux. Donc ce qui compte, alors c'est dangereux d'avoir une pool ou 2 pools de liquidité comme ça, de mineurs qui ont autant de pourcentage de hash rate. Mais le vrai danger, c'est si trop de mineurs, les vrais mineurs, pas les pools, donc les ASIC, sont sur un même territoire, par exemple aux États-Unis, et que dans ces cas-là, ils seraient obligés de respecter la loi américaine, entre guillemets. Parce que c'est un peu plus dur pour un mineur américain de ne pas respecter la loi quand on connaît l'arsenal militaire et juridique des Américains. Et c'est vraiment ça qui poserait plus question. Et on n'a malheureusement pas de données hyper actualisées. Enfin, j'ai pas réussi à en trouver là dans les minutes qui précédaient. Et on a ici la répartition du mining à travers le monde. Donc là, c'est vraiment des mineurs sur les différents pays. L'infographie date de janvier 2022 et on sait qu'elle a énormément changé entre janvier 2022 et maintenant. Il y a eu un gros shift vers les États-Unis, notamment vers le Texas, qui a une politique énergétique. À cause des régulations chinoises, notamment. Notamment, et le Texas qui a une politique très incitative pour les mineurs. Donc, on a une très très forte concentration. Et j'arrive pas à baisser, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis en partage d'écran. Mais on avait en janvier 2022 37% des mineurs qui étaient aux États-Unis. 37% des mineurs. Il est estimé, alors dans les dernières infos que j'ai lues, qu'on est aujourd'hui entre 50 et 60% du hash rate, donc des mineurs, ou du hash rate comme vous le voyez, qui est basé aux États-Unis. Donc on a déjà cette attaque 51% entre guillemets théorique, elle serait réalisable théoriquement si tous les mineurs actuellement présents aux États-Unis devraient être coercés dans l'idée de se mettre sur une pool de minage commune et de respecter les normes de l'OFAC. Bon, c'est pas facile, c'est peu probable, mais en tout cas, c'est dans le domaine du possible. Et donc, c'est intéressant et important pour Bitcoin d'avoir une décentralisation géographique de ces mineurs. Donc, même s'il y a une politique très incitative aujourd'hui aux États-Unis, il faudrait qu'on ait des mineurs dans différents pays du monde pour éviter qu'un seul pays possède plus de 51% des mineurs, du hash rate, tout simplement. Voilà, donc c'est ça le risque qu'on voulait mettre en exergue, mettre en avant aujourd'hui. C'est pas qu'il y a de grandes chances qu'il arrive, mais c'est que parce qu'on a plus de 51% des mineurs dans un seul et unique pays, dans une seule et unique juridiction, on n'est pas à l'abri de ce type d'attaque dans le futur. Et ça pose question sur la crédibilité et la décentralisation de Bitcoin à long terme. L'impérialisme américain qui va toucher notre Bitcoin. Terrible. Voilà. Et donc, du coup, je parlais tout à l'heure de comment on ferait pour s'en sortir. Le problème de Bitcoin par rapport à d'autres, même si c'est un problème dans tous les cas, c'est qu'imaginons que cette censure ait lieu, qu'on ait 60% des mineurs américains qui créent des blocs OFAC compliant et qu'on ait une blockchain qui soit uniquement OFAC compliant. On n'a pas beaucoup de moyens sur Bitcoin de s'en sortir, à part en changeant l'algorithme de hachage, donc l'algorithme en gros de la proof of work de Bitcoin, pour repartir de zéro et faire en sorte que tous les ASIC actuellement présents ne servent plus à rien. Donc on devrait repartir de zéro, ce qui est extrêmement dangereux pour le réseau, parce que du coup la sécurité devient nulle ou très faible en l'espace de quelques secondes. Et puis on n'est pas à l'abri que les Américains, même si ça prend du temps, réachètent les nouveaux matériels ASIC et recréent la même chose quelques semaines ou mois plus tard. Donc on n'a pas de vraie défense endogène à ça, c'est que une défense exogène. Donc il faut dans la vraie vie soit aller brûler des ASIC, soit faire en sorte que les ASIC soient inopérants. Dans le cas du proof of stake, on a un moyen de se défendre qui s'appelle le slashing, plus exactement le slashing social. C'est user activated source fork dans le détail, mais donc sur Ethereum, si on voit que cette attaque a lieu, si on voit que plus de 51% des validateurs n'attestent pas les blocs qui ont des transactions censurables et n'attestent que des blocs non censurés, on peut socialement décider de les slasher. Donc bien tous ces validateurs là qui possèdent donc 51% x 32 Ethers, on les slash, on détruit leurs Ethers tombent à zéro, mais tous les autres, donc les 49 autres pourcents restants, ne sont pas slashés. Ça créerait une énorme perte financière, par exemple pour Coinbase qui ferait cette attaque, j'en sais rien, ou pour BlackRock. Et donc, parce qu'il y a cette perte financière pour eux qui est énorme, ils y réfléchiraient 2 fois à le faire, déjà dans un premier temps. Et s'ils le font, c'est une perte énorme des assets de leurs clients, donc de tous les gens qui utiliseraient BlackRock et Coinbase. Pour autant, la blockchain serait toujours sécurisée. Les Ethers qui resteraient auraient beaucoup plus de valeur puisqu'on vient de diviser par 2 le nombre d'Ethers. En faisant ça, on a détruit.
des Ethers, pas par Ouais, 2, la ça moitié, dépend, ça ouais. dépend du pourcentage d'Ether qui est stacké, mais vous avez compris l'idée, on a détruit beaucoup d'Ether, donc ça donne plus de valeur à l'Ether. Donc ça, c'est une vraie solution qu'on a dans le Proof of Stake pour se défaire de cette attaque censurable, même si elle est très difficile à mettre en place, parce que c'est un slashing qui est dit social. C'est, entre guillemets, les validateurs comme vous et moi qui valideraient à la maison, par exemple, qui se mettraient d'accord pour faire ce slashing. Donc, ça mettrait du temps, ça ne se ferait pas en 2 secondes, hein. Et ce serait dur à accepter socialement, mais ça reste théoriquement possible. Voilà, donc ça, c'est une grosse différence entre les deux. Est-ce qu'il n'existerait pas un soft fork, donc du coup une modification du réseau, et je parle de soft fork parce qu'on irait dans des règles un peu plus restrictives, qui font que si on se rend compte qu'un autre client ne valide pas toutes les transactions qu'il voit dans le même pool, eh bien en fait on ne prend plus en considération ces blocs, et même s'il nous envoie une chaîne plus longue par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui, de ton point de vue, semble possible à imaginer? Je pense pas parce que la notion de mempool, elle est pas unique. Chaque nœud a sa propre mempool, donc tu peux pas Oui, forcément être au courant des mempools des autres. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et tout à ensuite, fait. par définition, est-ce que ça pourrait, je pense que ça pourrait faire que par hard fork, pas par soft fork, puisqu'il faudrait changer le proof of work et la notion de chaîne la plus longue, enfin, ce qui fait que par défaut, ton nœud considère la bonne blockchain comme étant la blockchain la plus longue. Il faudrait changer cette condition-là. Ça, je pense, ça peut ne faire que par hard fork, pas par soft fork. Mmh. Il faudrait que je me pose un peu plus que 2 minutes pour te Ouais, bien répondre, sûr, bien mais sûr. ça me semble difficile comme ça. Et puis, il faudrait que les développeurs de Bitcoin aient envie d'aller modifier Bitcoin. Il faudrait que du coup, il y ait un consensus qui se fasse autour de ça. Ou alors que juste les gens qui ont décidé de mettre ce fork en place, bah, en fait, vont juste créer leur blockchain secondaire, leur blockchain à eux, exactement comme avec un Bitcoin Cash, par exemple. Et donc, du coup, on arriverait à un système où bah, potentiellement, on laisse 100% du mining power aux États-Unis, et les autres vont faire leur blockchain à côté, et on verra qui l'emportera. Et très certainement que c'est celui qui a le nom Bitcoin qui l'emportera, quoi. Donc bon. Tout à fait. Bon, tout ça pour dire que c'est pas non plus quelque chose de facile à faire sur Bitcoin, mais c'est Oui. pas impossible et qu'il y a pas de travail particulier qui est fait, sur Bitcoin aujourd'hui, à ma connaissance, dans le développement de Bitcoin pour y répondre. Sur Mmh. Ethereum, à l'inverse, le scénario est peut-être un peu plus probable, mais on a pas mal de moyens pour y répondre et il y a beaucoup de travaux qui sont faits, sur la censure, notamment avec ce qu'on appelle l'inclusion list sur Ethereum, Mmh. pour éviter que quelqu'un puisse proposer un bloc, en fait, pour que personne ne puisse proposer un bloc en intégralité, qu'un bloc soit toujours proposé à 90% et qu'il reste toujours 10% de marge pour inclure des transactions dites censurables, entre guillemets. C'est un travail de recherche qui est en cours sur Ethereum, qui n'est pas donc live, hein, c'est pas de mise à jour prévue sur le sujet pour l'instant, mais il y a un gros travail de recherche qui a démarré il y a à peu près 2 ans maintenant, et les core devs d'Ethereum en parlent de plus en plus. Ça a été mentionné à ETHCC la semaine dernière, encore une Tout à fait. fois. Ok. Donc j'espère que c'était pas trop complexe, qu'on a réussi à le simplifier, mais Bon, on va dire que ça allait. Je vais un petit peu prendre vos questions dans le chat. J'ai vu qu'il y a PQ qui notamment envoyait des petits pavés, où notamment il explique ne pas forcément être d'accord avec le papier, qui est intéressant, mais qui en fait voit aussi les intérêts financiers de Richard Détente sur cette thèse qui l'arrange. Alors, sur ce truc-là, j'ai tendance à être assez critique aussi en général, notamment à voir les intérêts, par exemple, d'un Gouspillou quand il nous vend Bitcoin, et du coup, sa solution, par exemple, au changement climatique, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est quand même assez vérifiable, dans le sens où, bah oui, d'un point de vue strictement théorique, on peut en effet attaquer, et le problème, c'est que cette théorie-là, elle se retrouve de plus en plus plausible, avec notamment les déclarations d'une personne qui vise la Maison Blanche. Donc, c'est pas inintéressant, et c'est bien de pouvoir au moins s'y consacrer un petit peu. Encore une fois, il n'y a pas tant que ça de discussion chez les bitcoiners, et mettre sur le devant de la scène des éléments un petit peu de critique à Bitcoin, je pense que c'est nécessaire, parce qu'on est dans un monde de technologie qui évolue, et que dans les technologies qui évoluent, on a besoin en fait de se mettre à jour. Et on a besoin de comprendre les nouvelles attaques et le nouveau contexte dans lequel on est en permanence. 2010 n'est pas le monde de 2024. Donc il y a un truc important, je pense, à voir là-dessus. Et après, le vrai contre-argument à ça, c'est que si les États-Unis veulent développer drastiquement Bitcoin, et peut-être même s'en servir comme réserve de valeur plus tard, ils n'ont pas d'intérêt à détruire la valeur financière de Bitcoin. Et une grosse partie de la valeur financière de Bitcoin, c'est aussi son incensurabilité et enfin, Mhm, sa tout à fait. décentralisation. Donc en faisant ça, il détruirait peut-être une valeur, enfin, un potentiel de valeur de Bitcoin. Et donc il se tirait une balle dans le pied, entre guillemets. Donc à voir.
Ça dépend effectivement de leurs envies politiques, et le problème, c'est que ça peut changer tous les 4 ans là-bas. Mais c'est à garder en tête. C'est pas forcément quelque chose de très plausible, mais c'est quelque chose qui peut être réalisable. Donc il faut juste savoir dans quel contexte ça pourrait avoir lieu et suivre ça de près. Et tu vois, par rapport à son deuxième pavé sur le fait que on est aussi dans un monde où il y a une concurrence entre les différents États pour un peu dominer le monde. Et donc, quand on cite par exemple la Chine et la Russie, en effet, ce sont des gens non alignés avec l'envie américaine. Et on pourrait se dire, bah ouais, en effet, ils ont tout intérêt à ne pas faire en sorte que les États-Unis maîtrisent complètement Bitcoin, parce que c'est potentiellement une technologie qui a un avenir très très fort. Sauf que la réalité, c'est que la Chine, ils ont été très critiques avec le Bitcoin sur notamment les fermes de minage, et que c'est aussi leurs réglementations qui font la force aujourd'hui des États-Unis. En fait, c'est la force de la réglementation américaine vis-à-vis des autres États qui fait la force des États-Unis pour les mineurs. Donc finalement, c'est assez complexe comme question, même d'un point de vue géopolitique. Tout à fait. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent qui pensent que le China ban sur les cryptos pourrait se lever dans les mois ou les années qui viennent, car justement, ils n'aimeraient pas perdre la mainmise sur cette nouvelle Ouais. technologie qui pourrait devenir très importante dans le futur. Donc, on n'est pas à l'abri d'un unban, du China ban. Je cherchais le mot français, mais pas China trouvé. anti-ban. D'un débannissement ou d'un unbannissement, je ne sais pas comment on dirait. Et donc, oui, effectivement, d'un retour des mineurs en Chine, et puis que la Russie se développe, et puis que plein d'autres pays se lancent sur le sujet. C'est juste que là, temporairement, il y a effectivement une forte mainmise des États-Unis, à voir ce que ça devient dans le futur. Mais effectivement, si on arrive à décentraliser géographiquement le minage, on sera plutôt tranquille sur le sujet, sur Bitcoin. Ouais. Vive la décentralisation de nos technologies. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Yes. Yes. Alors, je vous avoue que le sujet suivant, à la base, c'était Jérémy qui devait s'en occuper. Donc, du coup, c'est quand même pas très pratique. Mais c'est pas très grave, je vais en faire quand même un petit mot parce que j'ai trouvé ce sujet assez intéressant dans les conférences de la semaine dernière. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus, Virgile et Gaëtan, ou vraiment zéro? Moi, c'est pas un univers que je connais énormément. J'ai vu des IA agents sur la blockchain, mais j'avoue que, étant moins au fait de l'IA, je vais d'abord t'écouter et après j'ai réagi. Pareil, pareil, je connais un standard de token qui est adapté pour des agents d'IA sur la blockchain, mais dans le fond, le sujet, je suis au même niveau que Gaëtan. Bah et du coup, je vais un tout petit peu partager des trucs dessus. On a voulu en parler parce que on aime bien parler d'IA dans ces chroniques. C'est l'un des sujets que l'on enseigne notamment avec Alira, avec Mickaël qui est là très régulièrement et Jérémy. Il y a cette volonté des blockchains de se mêler en fait à l'IA, et il y a la volonté de l'IA de se mêler à la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'intérêts communs. Notamment, par exemple, la blockchain amène de la certification, amène de l'authenticité, amène de la vérifiabilité de ses preuves. Et ça, l'IA, pour elle, c'est quelque chose d'assez important. C'est l'important, par exemple, pour vérifier des données qui vont être utilisées dans des LLM. Ça va être utile pour pouvoir vérifier, admettons, qu'une personne a bien constitué un nouvel élément à partir de données vérifiables. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se mêler. Et notamment, au bout d'un moment, on s'est mis à imaginer donc de l'IA toujours plus performante et qui va faire plusieurs choses. Le cas le plus classique d'utilisation de l'IA, c'est, on les cite très régulièrement, les ChatGPT, les Claude et ce genre de choses. Ce sont donc des LLM à qui on va proposer une question, un prompt, et il va nous répondre quelque chose à partir de son dataset. Là, ici, son dataset, on va pouvoir lui dire, utilise son dataset pour regarder des nouvelles données et agir en fonction de ces nouvelles données. Et c'est là où on va parler non plus de chatbots, mais d'agents. Et donc ces agents, ils sont littéralement liés à notre IA. Bon, ces agents, qu'est-ce qu'ils vont faire ? D'ailleurs, on en a déjà parlé une fois dans le cadre d'une discussion autour du Rabbit. C'était un petit objet qui fait des effets. Ils avaient fait tout un système d'action qui permet notamment d'agir en fonction de données préétablies. Et donc, du coup, ces IA agents, ils ont comme but d'agir à l'intérieur de certains systèmes. Et donc, évidemment, on peut les utiliser dans la TradFi, donc dans la finance traditionnelle, dans lequel on va lui dire, très bien, tu vois telle courbe de marché, tu analyses un petit peu, et tu vas prendre une décision, par exemple, de trader tel asset contre tel autre.
Bah, du coup, si on peut le faire dans la TradFi, on peut le faire très certainement dans la DeFi, dans la blockchain. Et donc, c'est là où en fait on se rend compte qu'il y a une synergie qui est possible. On peut implémenter de l'IA à l'intérieur de notre blockchain. Et notamment faire en sorte que les décisions ne soient plus prises uniquement par des humains, mais par des IA. Ça équivaut à pas mal de choses. Il faut notamment, par exemple, donner des clés privées à certaines IA. Il faut trouver des moyens d'en faire. Alors, l'image que je présente là, elle est issue d'une conférence qui est passée à l'ETHCC. Je vais vous en envoyer le lien juste maintenant, parce que maintenant, elles sont toutes disponibles en ligne sur le site de l'ETHCC. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus. C'est des super moyens de s'informer. Donc là, c'était la conférence Autonomous On-Chain Agent with ERC 6551, qui est notamment un mélange entre donc, les on-chain agents et ce qu'on appelle les bound tokens. Donc en gros, des tokens qui permettent d'avoir des NFT. Qui sont liés à des accounts, excusez-moi. Et donc, dans ce cadre-là, on peut très bien imaginer des outils qui vont créer eux-mêmes des comptes, qui vont leur permettre, donc, à partir de ces bandes tokens, de venir créer des comptes et, avec ces comptes-là, interagir sur la blockchain. Et donc, il y a un peu plus de sécurité, notamment d'un point de vue gestion des clés privées, ce genre de choses. Bref, c'est un petit aparté, mais je vous invite à aller voir ces vidéos sur le site de l'ETHCC. Ça vaut le coup. Bref, tout ça pour dire. Aujourd'hui, c'est devenu un cas d'usage assez récurrent. Et là, je vais vous présenter une autre image justement de ces différentes conférences de l'ETHCC. Là, c'est une conférence de Giza qui présente un petit peu son modèle dans lequel, en fait, on prend de la donnée de n'importe quelle chaîne, on va observer, on va le foutre dans leur modèle d'IA. Le modèle d'IA va vérifier qu'on peut balancer ça sur la blockchain. On va créer une intent. Peut-être que ça serait un truc à discuter, les intents, éventuellement la semaine prochaine. Et à partir de là, on va créer nos transactions qui vont venir sur un AMM, faire du swap, qui vont venir sur du lending, qui vont venir poster des éléments sur les réseaux sociaux décentralisés. Bref, en fait, ces IA agents vont permettre, grâce à des infrastructures plus ou moins complexes, de venir interagir sur la blockchain. Et donc demain, en fait, on ne sait pas si une action sera faite par une IA ou par un agent. Sachant qu'évidemment, il y a déjà des bots sur la blockchain, que ce soit les bots de MIV, les bots de liquidation, des bots de ce qu'on veut. C'est quelque chose qui existe de manière très largement, d'arbitrage. Mais là, c'est rajouter une petite couche qui, au lieu de juste balancer une action, c'est balancer un modèle qui va réfléchir à quelle action prendre. C'est un très bon résumé parce que moi, je l'avais compris comme ça. En fait, pour moi, un agent IA, c'est un bot dans lequel il y a de l'IA. C'est-à-dire qu'un bot, plutôt que d'être déterministique et de dire dans telle condition tu fais ceci, dans telle condition tu fais cela, c'est qu'on lui donne des conditions initiales, mais ensuite il y a un modèle derrière. Et en fonction de ce qui tombe, à lui-même et en fonction de son réseau de neurones et de son modèle IA, réalise des actions. Moi, je l'avais compris comme ça, un agent IA. C'est assez bête, hein, c'est vraiment un bot qui est autonome. C'est un programme informatique qui devient autonome. À l'inverse de l'IA générative qu'on utilise nous aujourd'hui, où il y a une input humaine, c'est-à-dire qu'il y a un prompt que je fais moi sur ChatGPT ou sur Claude, etc. L'agent IA, il n'a pas besoin d'un prompt humain, il observe lui-même une base de données qui évolue au cours du temps. Typiquement, les bases de données des blockchains. Hein. Une blockchain, ce n'est rien d'autre qu'une base de données décentralisée. Il peut l'observer et agir en conséquence tout seul, sans input humaine. Est-ce que j'ai bien résumé la chose ou pas? Ouais, c'est tout à fait ça. Top. Virgile, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es ravi qu'on ait cette intersection entre les deux? En vrai, c'est limite une évolution par rapport aux bots qui existent déjà parce que il y a un truc que t'as très bien dit tout à l'heure, c'est que il y a quand même une grosse partie des transactions sur la blockchain qui sont réalisées par des bots. Mais là, en fait, si tu veux, les bots tels qu'on les connaît, ils raisonnent davantage comme des automates. C'est-à-dire qu'à partir de telles conditions, il fait telle action et il change pas. Là, avec des agents d'IA, là, on va avoir des bots qui vont un peu agir tout seuls. Et là, justement, t'avais mentionné aussi qu'il y a le standard, et c'est le standard ERC 6551.
Ou en gros, c'est un standard qui permet qui permet à un NFT d'avoir sa propre adresse crypto avec laquelle il va pouvoir avoir des tokens et même d'autres NFT à l'intérieur de ce compte-là. Et je vais essayer de trouver un lien pour ceux qui veulent se renseigner là-dessus, mais c'est typiquement l'infrastructure qui est vraiment adaptée pour mettre en place des agents d'IA comme cela. Et en fait, si on en parle de ça, c'est un petit truc un petit peu simple, mais en fait, on a besoin aussi d'avoir, des systèmes résilients pour pouvoir passer ces, transactions et par exemple, pouvoir trader même ces agents, trader des stratégies, trader des capacités d'action. Si j'ai envie que mon agent, il soit sur, un nouvel account, hop, on trade le NFT qu'il possède et basta. Bref, on veut donner de la souplesse justement à ces agents et de la sécurité et ce genre de système 6551 permet justement ce petit truc. Et donc, je voulais un petit peu terminer cette description des AI agents sur des cas d'usage qui sont en création ou qui vont être créés. Et là, on est vraiment dans de la technologie qui est enfin, d'une modernité extrêmement forte, dans le sens où toutes les discussions autour des AI agents, ça date d'il y a 1 an, peut-être 2 maximum, quoi. On est sur quelque chose qui est encore en théorie et qui voit le jour de plus en plus. Alors, juste avant, je vous présentais Giza. Là, je vais vous présenter 2 projets, histoire qu'on voit un petit peu ce que ça pourrait être. Alors là, ici, c'est Autonolas. Autonolas, c'est un projet qui a été créé autour de Safe. Donc Safe, qui est un système de multisig wallet, dans lequel ils ont imaginé donc toute une interface qui permet d'avoir donc ces agents autonomes qui vont pouvoir, évidemment de manière off-chain, hein, on oublie, mais la computation on-chain sur des LLM, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc à chaque fois, on interagit off-chain et par contre, on balance la transaction on-chain par la suite. On a nos smart contracts, on a nos agents autonomes. Tout ça va interagir sur des multisigs pour pouvoir derrière faire des transactions sur des autres smart contracts, lending et ce genre de choses. Et en fait, Autonolas, donc, ils ont créé ce poste il y a 1 an et quelques sur le site, enfin sur le forum de Safe. Et depuis, ils ont avancé. Alors, ils n'ont pas encore construit leur premier projet qui s'appelle BabyDegen. Mais BabyDegen, justement, l'objectif, c'est d'avoir un petit système qui permet d'avoir de la DeFi dans lequel on a des agents qui vont faire des choses un petit peu tout seuls. Ils vont récupérer de la data, ils vont faire des stratégies et ils vont make moves. C'est l'intérêt du truc. Donc ça, c'est le premier projet. C'est le projet d'Autonolas qui, derrière, a créé BabyDegen. Et on a Agentfy qui, pareil, c'est un projet qui, lui, par contre, est backé par beaucoup de grosses blockchains. Notamment, ils sont sur Blast aujourd'hui et ils sont backés par Spartan Labs et pas mal de VCs. L'idée ici, pareil, c'est de venir faire un système qui permet en fait d'agir sur la blockchain et sur les protocoles DeFi de Blast en l'occurrence. Donc voilà. Évidemment, en disant voilà, on est adaptif, on est customisable, on va pouvoir trader nos agents les uns aux autres. Donc il y a vraiment toute une économie en fait qui se crée autour de ces agents. Et en fait, c'est con, hein, mais on a l'habitude aujourd'hui de la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, c'est un monde où il y a le trading à haute fréquence, où il y a des bots qui vont interagir. En fait, là, c'est juste, encore une fois, de l'avancée de technologie vers l'automatisation de nos smart contracts. C'est un sujet très large, l'automatisation des smart contracts, dont on a pas mal entendu parler, notamment avec les smart accounts. Et les AI agents sont une extension justement de cette volonté de rendre tout ça un petit peu automatisé. Donc voilà, on voulait vous en parler un petit peu. Puis c'est aussi le fruit de la coopération entre IA et blockchain. Quand on avait parlé du croisement entre IA et blockchain il y a quasiment 1 an, je pense, dans ces mêmes chroniques, on a dit que l'avantage de la blockchain, c'est de permettre aux IA d'accéder au monde de la finance, en fait, puisqu'on ne voit pas une IA détenir un RIB et un compte SEPA, faire des virements SEPA, alors qu'on voit extrêmement bien une IA interagir avec le monde financier via la blockchain, puisque maintenant, ça y est, c'est fait. On a créé un standard qui permet à l'IA de posséder une clé privée et de gérer ses transactions et ses adresses. Donc c'est vraiment... alors ça peut faire peur, hein, mais c'est un moyen de donner accès à l'IA au monde de la finance, parce que sans finance, on ne fait pas grand-chose dans ce bas monde. Voilà, donc c'est intéressant de voir où ça va. Ça peut être un peu orwellien aussi des fois, mais c'est intéressant à suivre.
Très bonne remarque de PQ, comme d'habitude, hein. Bientôt, il fera les chroniques avec nous. Pour le coup, pour moi, il y a plus de probabilité qu'à l'avenir, ces agents IA puissent s'attaquer et censurer une blockchain comme Bitcoin que plutôt les USA. En fait, c'est assez intéressant. Et on ira explorer un petit peu la problématique du block space, de la data availability et ce genre de choses, peut-être la semaine prochaine, peut-être une prochaine fois. Mais il y a vraiment un côté, est-ce que les IA, en effet, vont pas venir complètement abreuver nos blockchains de transactions jusqu'à rendre impossible de passer sa propre transaction à moins de mettre un gas price énorme. Donc il y a une vraie question à se poser là-dessus, une question sur la légitimité en fait de donner à des IA la capacité d'agir. Et en fait, on sait très bien que plus il y a de monde, enfin plus il y a de transactions, au bout d'un moment, moins c'est bien pour la blockchain. Donc il y a un truc quand même à voir là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir à notre perte en mettant les IA sur la blockchain? Mais très certainement que non, parce que sinon, les IA ne feraient pas d'action si elles n'étaient pas gagnantes, a priori. PQ, chroniqueur soon, je ne peux pas, je suis une IA. Bah, on s'en doutait un peu. La fameuse PQ chez PT. Excusez-moi pour ce truc scabreux. On est bon? On passe au sujet suivant? Comme vous, évidemment, nous aussi, on est des IA. Bon, allez, du coup, sujet suivant. Ça va être bien. Ouah, ça va être complexe, en fait. C'est pas très grave. On va parler, et je vais vous parler, parce que c'est moi qui ai préparé le sujet pour cette semaine, des primitives cryptographiques en ZKP. Bon, déjà, je vais revenir sur quelques petits éléments. Qu'est-ce que c'est le ZKP, machin. Et c'est très bien, parce qu'encore une fois, la semaine dernière, on a vu à l'ETHCC plein de gens parler des ZKP, parler des roll-ups de manière générale. Et donc, du coup, ça a ce côté assez agréable. Donc, déjà, premièrement, comment ça se présente le ZKP? Bah, le ZKP, l'idée du ZKP, c'est d'avoir un système dans lequel on a une blockchain secondaire qui va récupérer les transactions et qui va en envoyer une preuve cryptographique à l'intérieur de la blockchain principale. Là, ici, c'est une slide de Kakarot qui est une des blockchains AEVM qui est en ZKP, qui est même construite sur Starknet pour pouvoir derrière envoyer la preuve cryptographique sur Ethereum. Et donc cette conférence nous présentait comment pouvoir interagir et c'est quoi l'infrastructure qu'il y a derrière du ZKP. Donc on se rend compte que l'utilisateur, il va envoyer sa transaction à un client du rollup. Ce client du rollup, par exemple, c'est Kakarot. Par exemple, ça peut être plein d'autres choses. Donc, il va demander sa transaction. La transaction va mettre à jour la base de données, pas de problème. Une fois qu'on a ça, on l'envoie à ce qu'on appelle un prover, un relayer parfois. Donc, un prover qui va créer donc cette preuve cryptographique. Et donc, cette preuve cryptographique, elle va passer par plusieurs éléments, par un agent prover qui va créer quelque chose. Donc là, on est dans un élément en EVM. Donc, du coup, ça va générer cette preuve EVM qui va être envoyée au settlement layer. Donc, du coup, à notre blockchain en layer 1 Ethereum. Ok. Donc ça, de manière très rapide, c'est un petit peu le classique infrastructure du ZKP. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder un petit peu plus précisément ce que c'est que le côté prover pour parler des primitives cryptographiques. Bon, je vous ai présenté Kakarot, j'ai envie de vous présenter quelque chose d'autre, donc pas Starknet, donc je vais vous présenter aussi. Là, c'est du ZK-Sync. Et ZK-Sync, ils sont extrêmement forts aujourd'hui dans le monde des ZK Rollup. Alors, ce sont deux grandes familles, ou bien on va du côté Starknet, ou bien on va du côté ZK-Sync. Mais ZK-Sync est vraiment très important dans le lot. Et notamment, je vais vous présenter un lien je vais vous l'envoyer dans le chat parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est le Awesome Zero Knowledge Proof, qui est un lien GitHub créé par Matter Labs, qui est à l'origine de ZK-Sync et qui recense une quantité de connaissances absolument fabuleuse pour toute personne qui a envie de s'intéresser aux ZK Rollup. Donc du coup, hop, je vous non, c'était pas ça ce que je voulais vous envoyer dans le chat, c'était ce lien-ci. Je le fais tout de suite. Hop là. Et donc, qu'est-ce que nous dit un petit peu en fait, ce lien-là? On va pouvoir retrouver quoi? On va pouvoir retrouver, par exemple, hop, ce cheat sheet, qui est donc une manière un petit peu complète de voir les choses.
Bon, bah là, c'est assez illisible, mais si on se rend compte un petit peu de chacun des éléments, est-ce que je peux ouvrir l'image dans un nouvel onglet? Non, je ne peux pas. Très bien. Donc du coup, si on regarde un tout petit peu, on va voir ici comment c'est d'habitude qu'on fait des transactions. On est obligé d'avoir des éléments interactifs dans lesquels on va s'échanger des messages et pas de problème. On va avoir une vérification par les échanges de messages de la realness d'une information. En fait, on peut passer aussi à quelque chose qui est, ok, on n'a plus envie de connaître vraiment l'information elle-même, on veut juste savoir que la personne en face de nous connaît son sujet pour pouvoir, par exemple, je sais pas, lui accorder une légitimité. Bon, très bien. Dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à créer des systèmes autour justement de la preuve de connaissance. Et cette preuve de connaissance va nous amener derrière à simuler en fait de la preuve de connaissance un petit peu mathématique. Et c'est là où on va faire interagir justement les premières preuves cryptographiques qui vont nous permettre de passer de ok, j'ai besoin de généraliser mes preuves de connaissance. Et donc, à la fin, une fois qu'on a ça, on se dit, très bien, on voit un petit peu le système, sauf que on se rend compte que ce qui a été créé n'est pas très adapté à la blockchain. Pourquoi c'est pas très adapté à la blockchain? Parce que beaucoup de systèmes font intervenir ce qui est une problématique entre le prover et le verifier, donc entre ces deux personnes-là, le prover et le verifier, qui est que très souvent, on a besoin d'avoir de l'interaction entre les deux. Sauf que là, ici, les verifiers, ce sont l'ensemble des autres clients. Et donc, on n'a pas envie d'avoir de l'interaction entre les deux, on a juste envie que le prover il fasse sa preuve et que les verifiers puissent vérifier. Ok, donc on est obligé de créer des systèmes sans aucune interactivité. Et donc là, on va être obligé, à la fin, de parler d'un système qui s'appelle le transformé de Fiat-Shamir. Et donc, on va y arriver au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter. Donc voilà, c'est ça le programme, c'est d'aller jusqu'au Fiat-Shamir. On va voir un petit peu donc ces primitifs cryptographiques qui ont permis de construire à la fin Fiat-Shamir. Et donc, pour faire ça, on va démarrer un petit peu de manière classique. C'est globalement, c'est quoi les preuves qui sont amenées? En fait, très souvent, il faut comprendre déjà, premièrement, ce que c'est que la cryptographie et la cryptographie dans un monde un petit peu de computation décentralisée. Et pour ça, je me suis amusé à récupérer pareil une autre conférence que j'ai vue à l'ETHCC qui était sur le confidential computing, donc c'est assez intéressant. Et on avait notamment cette slide où cette personne de chez iExec nous disait bon, en fait, qu'est-ce que c'est le confidential computing? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et donc là, on a toutes les technologies un petit peu de cryptographie qui sont orientées autour justement du computing décentralisé, dont font partie les ZKP. Bref, je vais juste faire un petit rapide truc sur ça. Ok. Donc du coup, on est obligé de venir parler de la cryptographie de base. Qu'est-ce que c'est que la cryptographie de base et qu'est-ce que c'est que l'une des principales primitives cryptographiques qui ont amené justement les ZKP? On peut voir Fiat-Shamir, on peut voir le nom de Shamir. Shamir, c'était une des principales figures justement de la cryptographie moderne des années 80, en gros. Et donc, notamment, il a créé le Shamir Secret. Qu'est-ce que c'est que le Shamir Secret? Est-ce que vous savez, Gaëtan et Virgile, ce que c'est que le Shamir Secret? J'ai eu su, et là je l'ai plus en tête, je suis en parallèle. Parce que le Shamir Secret Sharing, ça c'est beaucoup utilisé pour les MPC, pour les wallets à MPC. Donc j'avais fait cette recherche, mais là ça me revient plus. Alors en gros, l'idée du schéma de partage de Shamir, c'est de diviser un secret en plusieurs parties. Donc admettons, mon secret, ça va être par exemple le code de... je travaille dans une banque, on a un code et les employés, ils doivent pouvoir maîtriser un petit peu des techniques pour pouvoir recréer ce code. Pourquoi recréer ce code? Parce que en général, une des problématiques, c'est de se dire, on n'a pas envie que tout repose sur une personne, donc on veut pas qu'une personne ait l'ensemble du secret, et on veut pas non plus que on ait besoin de toutes les personnes, parce qu'on sait jamais, ça se trouve, il y en a une qui va oublier son point, qui va oublier son truc, et donc du coup, on a envie d'éviter ce problème-là. Donc on a envie que, admettons, sur 5 personnes, on a 5 employés dans notre banque, il y en ait que 3 qui le réalisent. Et donc, du coup, comment on fait ça? On va devoir donc utiliser de la preuve cryptographique. Et celle de Shamir, c'est un petit peu la plus simple. On va créer juste une courbe elliptique. Alors, une courbe elliptique, c'est peut-être un mot mathématique un peu pompeux, mais en fait, ça veut juste dire on va créer un polynôme de degré n.
Le degré n, c'est la quantité de personnes à qui on a envie de partager le secret, moins 1. Et donc, par exemple, là, j'avais 5 personnes, j'ai besoin de 3 personnes pour pouvoir ouvrir l'élément. En fait, je vais créer donc un polynôme de degré 3 moins 1, donc 2. Un polynôme de degré 2, c'est ax carré plus bc, enfin plus bx plus c. Et en fait, mon code, ce sera le c. Ce sera ma constante. Et à partir de là, donc du coup, je vais créer mon polynôme, qui sera plus ou moins aléatoire, qui sera plus ou moins créé de manière un petit peu complexe. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ai 3 personnes qui sont capables de me donner leur point sur cette courbe, c'est littéralement juste leur secret sera transformé en point. Eh bien, en fait, si j'ai 3 points, je suis capable de retracer ma courbe, et donc, du coup, de savoir par où il passe en 0, et donc de connaître ma constante, qui est donc le secret que j'avais envie de partager. Donc c'est ça, le principe de Shamir. Il est un tout petit peu complexe mathématiquement, mais fondamentalement, on peut le comprendre quand on a fait un bac S, globalement, je pense. Et donc, du coup, ce secret de Shamir, c'est une des premières primitives qui permet de se dire, OK, on peut partager de l'information sans pour autant donner notre information. Donc voilà. Prochain film Titanic, les 2 acteurs principaux seront Cyril et Hamas, j'ai jamais vu une si belle romance. Mais voilà. En gros, globalement, ça c'est Shamir avec donc du coup un petit exemple histoire de vraiment comprendre à quoi ça peut servir. On se rend compte que ça peut servir dans plein de domaines. Ça peut servir dans la protection de clés cryptographiques, dans des systèmes de vote électronique, ça peut servir dans de l'accès à des informations sensibles. Si par exemple, je sais pas, je travaille pour la NSA, j'ai envie d'un peu rendre secret les éléments que je possède, eh bien en fait, je peux très vite utiliser des secrets de Shamir. Donc voilà ce que c'est que le Shamir Secret. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à se dire, ok, on a compris, c'est une primitive cryptographique qui est utile notamment pour pouvoir cacher de l'information, mais nous, on veut faire du ZKP. Cyril, pourquoi t'arrives pas au ZKP ? Très bien, on y arrive. Et du coup, comment on y arrive ? On y arrive notamment en regardant l'une des bibles du ZKP qui s'appelle ZKDocs, qui est un document créé par Trail of Bits et qui nous permet de voir un petit peu toutes ces primitives, notamment dont je vous ai parlé. La première primitive qu'on appelle vraiment être de ZKP, c'est la primitive de Schnorr. C'est le Schnorr Identification Protocol. Encore une fois, c'est des maths, donc je vais le faire vite. L'idée ici du Schnorr, c'est de se dire, ok, je vais essayer de prouver que je connais un nombre x, tel que si on me donne h, dans ce cas-là, je suis capable de retrouver h c'est égal g puissance x. Alors, on se dit comme ça, et à quoi ça sert ? En fait, ça sert juste à pouvoir prouver qu'on connaît de l'information sans pour autant la fournir. Et c'est littéralement le principe du ZKP. Et en fait, cette première identification, cette première primitive, c'est la primitive qui a amené littéralement tout le domaine de la recherche autour des ZKP. Et donc ici, on se rend compte, donc là je suis dans Zero Knowledge Protocol sur le site de ZKDocs, que je vais vous envoyer dans le chat. Hop. On se rend compte qu'il y a plein d'autres petits protocoles, et en fait, tous ces protocoles-là sont à l'origine des nouvelles technologies de ZKP telles qu'il y a dans les rollups. Et donc, du coup, on va avoir des variantes, on va avoir des nombres. Comment prouver qu'un nombre est uniquement le produit de deux valeurs premières ? Les valeurs premières, c'est un truc très important dans les mathématiques, notamment cryptographiques. Eh bien, en fait, on va devoir trouver ces trois éléments avec l'aide du module de Palier-Bloom. Mais du coup, globalement, il y a toutes ces petites primitives qui vont amener justement à trouver à la fin l'interactivité enfin pas l'interactivité, la correctness de notre connaissance sans pour autant prouver la connaissance. Ok, donc on se dit, c'est cool, mais tu as commencé à parler de ton truc avec notamment ce grand fichier là, je me rappelle plus où il est, ici, avec notamment le truc de non-interactivité. Alors que, je ne l'ai pas présenté juste avant, mais si on regarde par exemple le Schnorr Identification Protocol, très vite on voit qu'il y a des protocoles interactifs. Mais on se rend compte aussi qu'il existe des protocoles non interactifs. Et donc du coup, c'est là où d'un coup ça devient intéressant. Tous ces protocoles-là, on a pu les créer de manière interactive, où en fait on a à chaque fois des validations entre le prover et le verifier. Donc le prover, c'est celui qui crée notre preuve cryptographique. Le verifier, c'est celui qui doit être capable de dire « Ok, c'est bon, il connaît bien la bonne information ». Et donc, là, cette fois-ci, plus besoin d'avoir ces éléments-là, notamment parce qu'on utilise un protocole qui est essentiel, littéralement essentiel dans tous les ZKP, qui est le protocole de Fiat-Shamir. Et ce protocole de Fiat-Shamir, qu'est-ce qu'il vient de dire ?
il vient dire, bah, en fait, on peut faire en sorte que le prover, il donne, il n'a pas besoin en fait d'interaction avec son verifier. Très souvent, le verifier, il va donner en fait des nombres un petit peu challenge pour le prover. En fait, là, cette fois-ci, le prover, il n'en a pas besoin. Il va se créer ses propres challenges. Et le verifier, s'il connaît la manière de création de ces challenges, en fait, pas de problème. Il n'y a pas besoin d'interactivité entre eux. Ils connaissent la même information. Ils sont capables de la recréer ensemble. Donc, il n'y a pas besoin de cette interactivité. Mais du coup, ça veut dire qu'on est dans des systèmes où on doit savoir exactement, donc là, c'est notre C, notre nombre challenge. On doit savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, la plupart du temps, maintenant, on utilise des hashes qui font intervenir plein de paramètres, comme par exemple les adresses publiques, du verifier, du prover et de la computation. Bref, en fait, ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, et pourquoi je voulais en parler, c'est que si on a aujourd'hui des ZKP, on sait que, ok, il y a du zero knowledge proof, machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les zero knowledge proof? En fait, ça veut dire qu'on a créé tout un système mathématique qui permet en fait de cacher de l'information, mais de prouver quand même qu'on connaît l'information. Et ça vient des mathématiques. Et ça vient justement de plein de protocoles qui, au début, ont été créés sans avoir en tête la blockchain, mais qui, au final, se sont retrouvés à être extrêmement intéressants pour le cadre blockchain. Donc, on a été obligé, justement, de réutiliser des systèmes qui demandent, justement, des transformations adaptées à la blockchain. Alors, pareil, hein, transformer les heuristiques de Fiat-Shamir n'ont pas été créés pour les blockchains, mais par contre, ça a été très très largement été utilisé à l'intérieur de la blockchain. Et enfin, du coup, je voulais finir. Il y a un truc qui est extrêmement important. Donc, comme je disais, le Fiat Shamir est très cool Enfin, il est utilisé partout dans toutes les blockchains à ZKP, dans tous les rollups en ZKP. Et en fait, aujourd'hui, donc par exemple, Trail of Bits, c'est l'un des rares acteurs qui est capable de faire de l'audit sur ces systèmes-là. En fait, les gens qui créaient ça, par exemple, je pense à Starknet. Starknet, littéralement, le créateur de Starknet, c'est Eli Ben Sasson, qui est à l'origine même de la technologie Stark qui est utilisée dans Starknet. Donc en fait, trouver des gens qui sont capables d'auditer ce système-là, c'est d'une complexité extrême, quoi. Enfin, faut trouver des gens qui sont encore plus forts que les créateurs du système. Bref. Donc très compliqué. Aujourd'hui, Trail of Bits, c'est l'un des seuls acteurs de sécurité qui est capable en fait de suivre un petit peu le rythme. Et ils mettent à jour régulièrement des librairies justement pour mettre en place ces systèmes-là. Et là, on est sur vraiment un post d'il y a 3 semaines, quoi, enfin un mois, de juin 2024, justement pour présenter leur nouvel outil qui permet de faire en sorte de vérifier que la personne maîtrise parfaitement le Fiat Shamir, le transformer de Fiat Shamir, pour se dire, ok, cette personne est vérifiable. Donc voilà, typiquement, c'est toujours un domaine qui évolue. Là, je vous présente un papier qui date d'il y a 3 semaines, sur lequel je me suis intéressé et je voulais vous en parler. Et donc, du coup, c'était le premier épisode des ZKP. En fait, moi, j'aimerais bien faire un truc un petit peu régulier, justement, sur les roll-ups. Il y a plein de choses à dire. Et en fait, commencer les roll-ups, c'est commencer, notamment par les ZKP, c'est commencer par les primitives cryptographiques. Et donc, certes, vous n'êtes pas capable demain de faire ces primitives cryptographiques informatiquement, mais au moins, vous comprenez, j'espère, un petit peu mieux ce que ça peut avoir. Donc voilà, j'ai réussi à peu près tenir mon tempo, je suis très content. Est-ce que c'était compréhensible, Gaëtan et Virgile, ou pas du tout? Alors, faudra certainement regarder le replay plusieurs fois, je vais pas te mentir. Mais après, je suis très chaud personnellement pour faire plusieurs épisodes. Enfin, parce que entre tous les schémas de preuve qui sont faits, enfin les schémas de preuve ziqués et leur application sur les roll-ups, il y a énormément de choses à dire. Tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord. C'était dur de mélanger les roll-ups dans tout ça parce qu'il faut aussi comprendre comment fonctionne un roll-up et tout ça. Mais sur la technologie des ZKP en tant que telle, c'est intéressant. Et je veux juste rajouter un petit détail, c'est que dans le monde de la blockchain aujourd'hui et des roll-ups, les ZKP sont utilisés surtout pour une seule de leurs propriétés, qui est la propriété de validité. C'est-à-dire qu'on prouve que notre calcul est valide, mais elles ne sont pas utilisées pour la privacy, pour la vie privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ZK roll-up, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont aucune notion de vie privée ou de privacy sur leurs transactions. Ils utilisent simplement la Zero Knowledge Proof pour prouver à Ethereum que ce qu'ils ont fait est correct. Donc ça s'appelle la notion de validity et pas de privacy. Il y a certains rollups qui travaillent sur les deux. Aztec, c'est le plus connu, qui utilise des Zero Knowledge Proof, qui font les deux, qui font à la fois de la validity et de la privacy. C'est encore plus complexe. C'est des choses qui arriveront dans le futur.
Voilà, mais c'est juste je voulais apporter cette petite précision, parce qu'on entend zero knowledge souvent pour dire qu'on ne divulgue pas de l'information. Dans le cas des Zk Rollup, c'est pas trop utilisé dans ce but-là, c'est vraiment Oui, utilisé dans le but de prouver que le calcul est correct, et pas pour la vie privée. tout à fait. Bon allez, let's go. Il est 13h32, on est un tout petit peu en retard. Mais du coup, passez une très bonne journée tout le monde. Si vous voulez rejoindre Alira, évidemment, vous avez tous les liens sur alira.fr. Et voilà. Bonne journée tout le monde. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.